Imaginez, vous êtes dans la rue où vous habitez, dans votre quartier, et vous apercevez un voisin que vous connaissez bien. Il est là, tranquillement dans son jardin, en train d'utiliser un barbecue, il fait des petites grillades, et vous sentez cette petite odeur qui vous fait terriblement envie. Et justement, vous avez de la chance, votre voisin, voyant que vous salivez un peu, vous propose de vous faire un petit burger. Il y a de quoi être heureux. Vous voyez votre burger être préparé et bien préparé. Votre voisin prend grand soin à vous faire le meilleur burger possible. Vous en avez l'eau à la bouche. Il vous le donne, vous croquez dedans et là, vous vous dites que l'attente en valait vraiment la peine. Vous remerciez votre voisin pour ce délicieux burger. Vous partez en échangeant des sourires, sauf que votre voisin, lui, ne sourit pas du tout pour les mêmes raisons que vous. Tout ça, c'est une situation fictive que je vous ai dit d'imaginer. Il y a un secret très glauque dans cette petite fiction inspirée d'histoires vraies. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous raconter, clairement, ce dont il en retourne réellement. Parce que le fameux voisin que je vous ai dit d'imaginer, ce fameux voisin, dans notre réalité, s'appelle Joseph Roy Metheny. Joseph, ou plutôt Joe, est né le 2 mars 1955 à Baltimore, un lieu qui se situe sur la côte est des États-Unis. Notre homme a grandi dans une famille plutôt nombreuse, entouré de 6 frères et sœurs, et il a grandi dans un environnement mitigé. D'un côté, il avait une mère plutôt aimante, de l'autre côté, un père qui préférait se noyer dans les boissons alcoolisées plutôt que dans l'éducation de ses enfants. Clairement, le père se fiche complètement de la vie de ses enfants, il préfère passer du bon temps dans les bars, une bière à la main. Et c'est justement ce qui va mettre fin à sa vie, car cet homme, le père de Joe, va perdre la vie dans un accident de voiture. Joe n'avait que 6 ans, donc il se retrouve maintenant qu'avec une mère, et il commence donc à jalouser, à envier les autres enfants qui, eux, avaient 2 parents. Il ressent cruellement le manque d'un père dans sa vie. Et justement, sa mère, Jean, est une femme extrêmement courageuse. Elle fait tout pour pouvoir donner une vie décente à ses enfants, c'est-à-dire qu'elle cumule parfois même plusieurs emplois. Elle pouvait être serveuse, quémeneuse, vraiment c'était un réel couteau suisse. Mais malheureusement, justement en faisant tous ces emplois pour que ses enfants puissent vivre de manière décente, elle n'a pas vraiment de temps à les consacrer. Elle fait de son mieux, c'est certain, mais quand elle rentrait chez elle le soir, elle était tellement épuisée et elle reprenait aussi le travail très rapidement, donc elle n'avait pas le temps d'écouter ses enfants raconter leur journée d'école ou ce genre de choses. Joe, lui, racontait à qui voulait l'entendre qu'il avait été placé en foyer, afin peut-être de justifier le pourquoi il avait une personnalité assez particulière, mais sa mère a dit que pas du tout. Si Joe était comme il était, c'était parce qu'il avait décidé de l'être, et vous verrez de quoi je parle plus tard. À 18 ans, Joe décide de s'engager dans l'armée. Lui, il dit qu'il a été envoyé au Vietnam, mais sa mère, encore une fois, affirme quelque chose qui va à l'opposé de ce que Joe peut raconter. Par contre, elle dit bien que c'est à 18 ans que le comportement de son fils a radicalement changé. Il est devenu plus distant, un peu froid, alors que normalement c'était quelqu'un qui était considéré comme étant gentil, quelqu'un qui aimait aider les autres, et donc il est possible que ce soit à cause d'un événement en particulier que Joe a vu sa personnalité changer. Cet événement, c'est que Joe a commencé à prendre régulièrement de la drogue. Cette prise de médicaments a carrément dissipé la douceur de Joe et il est devenu beaucoup plus brutal. Il est en soi devenu un autre homme. Dans les années 90, Joe avait déjà dépassé la trentaine. Il avait à peu près 35 ans. Il avait évolué dans la vie. Il avait un emploi où il conduisait des camions. Il avait également une femme, un fils. Donc avec le salaire qu'il touchait, il essayait de donner une vie décente à sa femme et à son fils, mais surtout, il achetait de quoi justement subvenir à ses besoins en alcool, mais aussi en drogue. Il était plutôt connu dans son quartier, il avait un surnom, Tiny, qui veut dire en anglais petit, un surnom qui était assez ironique car complètement à l'opposé de comment il était physiquement. C'était vraiment un géant, il mesurait 1m85, il était aussi en surpoids, il était vraiment très imposant et malgré cette apparence assez brute, il était considéré comme quelqu'un de plutôt agréable, plutôt gentil, toujours serviable, mais cette fameuse douceur qu'il montrait aux yeux du monde cachait en réalité des secrets bien sombres. Nous sommes au cours de l'été 1994. Un soir, Joe, comme à son habitude, après le travail, est rentré chez lui. Et il a fait face là à une situation à laquelle il ne s'attendait pas. La maison est bizarrement très silencieuse. Il n'y trouve pas son fils
ni sa femme. La maison est assez retournée, il pense d'abord alors à un cambriolage, mais rapidement, en faisant un petit état des lieux, il se rend compte que des choses ont bel et bien disparu, et ces choses, ce sont les affaires de sa femme et de son fils. Donc rapidement, Joe comprend qu'en fait sa femme est partie avec son enfant. Bon, ça faisait un moment que le couple se n'allait plus trop, donc il se dit que peut-être c'était juste une petite dispute, une séparation temporaire. Alors Joe appelle sa mère pour savoir si son épouse ne serait pas allée chez elle, mais non. Donc la seule et unique piste que Joe avait pour retrouver son enfant et sa femme n'est plus valable, et donc il n'a aucun moyen de savoir où sa femme et son fils ont pu partir. Joe est anéanti, il se sent complètement abandonné, donc pendant les 6 mois qui ont suivi, il se met en tête de retrouver ces personnes qui l'ont fui. Et justement, pendant ces 6 mois, il est de plus en plus en colère. Il a fait de cette mission une obsession. Et c'est en début d'année de l'année 1995 que là, Joe apprend que son épouse a réussi à refaire sa vie de son côté. Elle a rencontré un homme pas meilleur que Joe, loin de là, dans le sens où cet homme était en fait un proxénète qui lui demandait de se prostituer pour en récupérer des gains et s'enrichir personnellement. C'était même pas pour que elle puisse avoir de l'argent, c'était pas non plus pour s'occuper de l'enfant que Joe avait eu avec elle, parce que l'enfant en question justement a été retiré par les services sociaux à ce couple. Joe a essayé de faire le nécessaire, mais il avait déjà eu des démêlés avec la justice, donc pour les services sociaux, il était impossible de confier son enfant à Joe. Donc concrètement, à ce moment-là dans sa vie, Joe se retrouve sans épouse, qui a pu refaire sa vie, et sans enfant qu'il ne peut pas récupérer. Il est, on peut le dire, au statu quo. Ce qu'il est censé faire, c'est continuer sa vie, travailler, et c'est tout. Mais lui, il voit pas les choses de cette manière. Pour lui, la situation est très simple. Son épouse lui a retiré son enfant, et donc si la situation de la disparition n'était jamais arrivée, eh bien lui serait toujours avec son enfant. Donc il y a une personne responsable pour Joe à ce moment-là. Cette personne, c'est la femme qui l'a quitté. Alors un soir, il décide de s'habiller tout en noir et de partir dans un endroit qui est bien connu, un endroit du nom de Tent City, la ville des tentes, où beaucoup de personnes se retrouvent là-bas pour consommer des drogues. Il sait que son ancienne épouse y va régulièrement. Elle aussi était, comme Joe l'avait été, addict à ces substances. Donc, il va là-bas pour espérer lui faire payer le fait de lui avoir retiré la garde de son enfant. Et justement, pour exécuter sa vengeance, il n'y est pas allé les mains vides, il y est allé avec une hache. Mais malheureusement pour notre Joe, quand il arrive sur place, il fait chou blanc. Son ex-épouse n'est pas là, par contre, il y a 2 sans-abri qui sont allongés sur un matelas posé à même le sol et qui, eux, ont clairement consommé des substances. Joe ne les connaît absolument pas, mais il décide, pour peut-être se soulager un petit peu, on va pas chercher d'explication non plus pour justifier son acte, mais il décide directement de s'en prendre à ces 2 sans-abri. Il les frappe extrêmement violemment, les sans-abri dans les vapes à cause de la consommation de drogue n'ont même pas le temps de réagir, et après avoir réalisé cette vengeance extrêmement glauque, Joe s'en va et il laisse les corps là où il les a trouvés. Après cela, Joe serait, et l'utilisation de ce verbe ici est important, il serait ensuite parti pour aller retrouver des prostituées qu'il aurait droguées, il aurait ensuite abusé de ces 2 personnes pendant qu'elles étaient inconscientes et après il leur aurait ôté la vie. L'utilisation du verbe ici serait parti, c'est qu'on ne sait pas sûr, ça c'est ce que Joe a raconté plus tard, mais il n'y a aucune preuve qui va dans ce sens. Joe a été arrêté un peu plus tard, non pas par rapport aux 2 prostituées, mais par rapport aux sans-abri. Malheureusement, il n'a pas été inculpé ici parce qu'il n'y avait pas assez de preuves permettant de l'inculper. Le temps a continué de passer. Joe a lâché son idée de vengeance, mais il a trouvé une nouvelle obsession. Certes, il n'a pas pu assassiner comme il le souhaitait son ex-épouse, mais il s'est rendu compte que le goût du sang, c'était quelque chose qui lui plaisait. Alors qu'il était employé en tant que cariste dans une entreprise, il a demandé au patron s'il pouvait s'installer dans une caravane qui était sur le terrain. Le patron n'y a pas vu d'inconvénient, donc il lui a donné les clés. Sa caravane était dans un endroit assez isolé, à l'abri des regards. Un endroit parfait pour les passe-temps auxquels Joe avait décidé de se consacrer. Il a commencé à attirer des prostituées en général. Il les attirait en disant qu'il voulait les payer pour passer du bon temps, concrètement qu'elles fassent leur travail. Sauf que plutôt que d'avoir des relations intimes, Joe les droguait, puis sans surprise ensuite, il mettait fin à leur jeu.
L'horreur aurait pu s'arrêter là, mais ce n'est pas le cas. Après ces victimes-là, sans vie, il les dépeçait. Il mettait des morceaux de leur corps dans des Tupperware et il cachait ensuite ce dont il ne voulait pas se servir dans la forêt qu'il y avait derrière la caravane. Il les enterrait et c'est là qu'une idée lui est venue en tête. Joe a commencé à cuisiner les restes de ses victimes. Il a goûté et ça lui a beaucoup plu. Et il s'est dit pourquoi ne pas créer quelque chose avec tout ça? Pourquoi lui serait le seul bénéficiaire de ces fameux plats que lui considère succulents? Alors, il décide de créer un petit stand où il va cuisiner des hamburgers avec un ingrédient dont il taira le nom. Cet ingrédient, c'est ses propres victimes. Le midi, donc, il ouvre son petit commerce de hamburgers et ça cartonne. Tout le monde fait la pub du petit stand de Joe disant que ses hamburgers sont excellents. Joe, lui, est très content, il gagne de l'argent, il mange ses propres plats qu'il adore. Ses clients adorent aussi, sauf que ses clients, ce qu'ils ignorent, c'est le contenu de la viande qu'il y a dans les hamburgers. Sauf que Joe fait vite face à un problème, c'est que son stand a tellement de succès qu'au bout d'un moment, il commence à manquer de son fameux ingrédient secret. Donc il se dit qu'il serait peut-être temps pour lui de se remettre en cuisine, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il demande, encore une fois, à une prostituée de se rendre chez lui, le 8 décembre 1996. Cette personne, c'était Rita Kemper. Elle est allée dans la caravane de Joe pensant qu'elle allait, comme elle avait probablement l'habitude de le faire, passer une soirée intime puis être payée. Sauf que Joe avait pour intention de lui faire comme il avait l'habitude de faire à ses victimes, c'est-à-dire abuser d'elle, lui ôter la vie et ensuite utiliser concrètement sa chair pour faire ses burgers. Mais contrairement à ses autres victimes, Joe, cette fois-ci, ne drogue pas la jeune femme. Donc elle reste en pleine possession de ses moyens. Et justement, ça c'est un détail crucial car ça lui permet de prendre la fuite. Elle arrive à quitter la caravane de cet homme, je le rappelle, qui est très imposant, que ce soit en hauteur et en largeur. Heureusement, elle arrive à fuir, non pas sans se battre pour sa vie parce que Joe, bien qu'il était assez imposant, était incroyablement rapide par rapport à sa corpulence, donc il avait réussi à rattraper Rita, mais Rita encore une fois a réussi à partir et elle est directement allée voir la police. La police prend la déposition de Rita, mais il décide de ne pas encore aller voir ce fameux Joe. C'est bizarre, il aurait eu énormément de temps pour prendre la fuite. Joe, lui, par contre, plutôt que de s'enfuir, il est resté chez lui, il a juste appelé quelques jours plus tard, le 15 décembre, un ami pour lui demander de cacher un corps avec lui. Son ami, au début, ne l'a pas cru. C'est normal, si un ami vous demande de cacher un corps, d'abord vous allez prendre ça à la rigolade. Sauf que voyant que Joe est très sérieux, là l'ami raccroche, il panique et il prend la bonne décision. Il décide de contacter à son tour les autorités. Là, ayant quand même 2 témoignages vis-à-vis de ce fameux Joe, la police décide d'aller directement sur place pour voir ce qu'il en est. Et Joe n'était encore pas parti. Quand il a vu la police arriver, il est directement allé voir les policiers et il s'est rendu de lui-même. Beaucoup de détails concernant son histoire ont été révélés par Joe directement. C'est pour ça qu'en fait on pense que parfois il a pu donner des détails qui n'existaient pas, comme par exemple les 2 prostituées qu'il aurait assassinées après les 2 SDF, après son premier meurtre en soi. Et bien ça c'est lui qui l'a raconté aux policiers, mais il n'y a aucune preuve par rapport à ça, donc il est possible qu'il ait menti. Pourquoi? On s'en fout un peu. En plus de ça, sa mère a beaucoup démenti certains aspects de son enfance que lui a évoqués, donc sur quoi il a pu mentir? Beaucoup de choses certainement, mais les faits ont quand même pu permettre de révéler une partie de la vérité, notamment le fait qu'il aurait tué entre 5 et 13 personnes. Pendant ses interrogatoires, son procès et même son inculpation, il n'a jamais évoqué le moindre regret vis-à-vis de ce qu'il a pu faire, sauf concernant un événement. Cet événement, c'est un peu l'événement qui a, on peut dire, lancé toute sa série de meurtres, sa fameuse histoire macabre. C'est le fait de ne jamais avoir retrouvé son ancienne épouse et son compagnon. C'est le seul regret qu'il a de sa vie. Est-ce que si jamais il les avait trouvés et jamais il n'aurait eu la vie qu'on a connue de lui derrière? Je sais pas. Après, avec des spéculations, on peut refaire le monde. Quoi qu'il en soit, dans notre histoire, dans la réalité, initialement Joe était condamné à mort, mais on a préféré finalement le faire condamner à perpétuité, mais 2 fois. Une peine qu'il a réussi à purger, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où il est mort dans sa cellule le 5 août de l'année
2017. Mesdames et messieurs, on en a fini pour cette histoire, j'espère que ça vous a intéressé. Personnellement, j'étais assez sur les fesses quand j'ai appris qu'un mec avait réussi à cuisiner des burgers et le faire manger à des personnes sans qu'ils ne se rendent compte. Parce que je pense qu'on a tous l'impression que si jamais on goûtait ce genre de choses, on le sentirait tout de suite, alors que selon cette personne qui semble connaître son sujet, malheureusement, si on mélange en soi de la viande humaine avec par exemple du porc, personne ne crame le truc parce que ça a à peu près le même goût. Je peux pas vous le confirmer, j'ai jamais goûté et je ne compte pas forcément goûter prochainement. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, un petit j'aime et un petit like, ça fait toujours plaisir. Suivez-moi sur Instagram aussi, ça fait toujours plaisir. A très vite dans une prochaine vidéo. On se dit à bientôt, c'était Aken. Salut.